L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La clé du musée. Un geste symbolique qui signifie beaucoup. Ce matin, Emmanuel Imberton, président de la CCI, a remis les clés du musée des tissus au président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un don qui matérialise le transfert de propriété du site. Ce dernier, sauvé en 2017, passe donc officiellement sous la gérance de la région qui souhaite y investir 50 millions d'euros. Maintenant, c'est notre responsabilité. Ce musée va renaître. D'abord, on va lancer notre concours d'architectes. On choisira un grand nom de l'architecture pour le printemps 2019. Ensuite, le temps de faire les appels d'offres. Je le souhaite avec des entreprises locales. Ensuite, on aura le déroulé du chantier, 2 à 3 ans vraisemblablement. Des travaux de grande ampleur qui vont démarrer l'an prochain pour permettre une réouverture partielle en 2021. On va repenser tout le parcours à l'intérieur des bâtiments, tous les usages. Et on a des rêves évidemment, alors après on va voir si on y arrive, mais on voudrait avoir un véritable auditorium par exemple. Moi je rêve d'un Fab Lab textile où on puisse faire expérimenter toutes les techniques liées au textile, etc. Pour le musée, ce transfert de gérance est finalement synonyme de renaissance. Ça va nous donner les moyens de travailler autrement, de recruter, renforcer à terme les équipes. Et surtout, on a les moyens d'investir et de rendre les bâtiments dans un état qui permette au musée d'entrer dans le 21e siècle. Avant la restructuration des lieux, le musée accueillera une exposition consacrée à Yves Saint-Laurent entre octobre 2019 et février 2020. Ça se passe toujours bien et je pense qu'ils doivent en avoir besoin s'ils le demandent. Et ouais, ça me fait plaisir de donner du sang. L'appel de l'établissement français du sang. En cette période suivant les fêtes, les stocks de produits sanguins sont insuffisants. Probablement parce qu'il y a beaucoup de maladies l'hiver, beaucoup de microbes, de gastro, de grippe. Et puis peut-être aussi qu'après les fêtes, les gens sont peut-être un petit peu moins investis dans le don du sang. Je pense qu'il faut être solidaire. Voilà. Aujourd'hui je donne mon sang, peut-être que demain c'est peut-être moi qui en aurai besoin. Je pense que la solidarité c'est un des fondements de la société. Cet après-midi, la collecte était organisée à Grigny. Plusieurs dizaines de donneurs ont répondu à l'appel. En fait, il faut savoir que les besoins de sang ils sont constants tout au long de l'année. Chaque jour en France, on a besoin de 10 000 dons de sang pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Dans le Rhône, il y a à peu près 900 collectes mobiles par an. Donc il y a beaucoup de collectes. Il y a 2 ou 3 collectes par jour. Les étudiants, c'est vraiment c'est une cible pour nous. C'est des jeunes donneurs. On a besoin de renouveler. Plus on est de personnes à donner son sang, plus on peut répondre aux besoins. Une grande collecte événementielle impliquant aussi des entreprises du secteur est prévue mercredi toute la journée à Écully. Rappelons que pour donner son sang, il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kilos. C'est un peu dur pour les enfants. C'est vrai que se lever pendant 5 jours d'affilée, on les sent très fatigués. Ça fait depuis 3 ans qu'on fait ce rythme-là, donc je me rends bien compte que le mercredi, il aimerait bien se reposer. C'est vraiment pas évident pour les enfants, ils sont trop fatigués. Ça serait pas mal de revenir à la semaine des 4 jours et non des 5. Un souhait qui ne va pas se concrétiser à Villeurbanne. La commune a décidé de maintenir la semaine de 4 jours et demi pour ses écoliers. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, surtout auprès des parents. Mais la ville maintient son choix, s'appuyant sur une concertation menée pendant 1 an. On ne peut pas non plus faire des têtes à queue, en quelque sorte, comme ça, sans que ça soit préjudiciable à l'intérêt de l'enfant et je dirais même à l'organisation. On a vraiment pris le temps d'apprécier. On a surtout rencontré tous les acteurs qui sont autour du système éducatif, c'est-à-dire les enseignants bien sûr, mais aussi les parents d'élèves, les enfants. La fatigue évoquée par les parents d'élèves reste malgré tout l'un des points noirs relevés lors de cette étude, mais la ville se veut rassurante. Ce sujet-là, on va y répondre de plusieurs manières.
par la formation des professionnels, par les aménagements notamment dans les maternelles, par une souplesse qui va être donnée pour que les parents puissent venir chercher leur enfant plus tôt le soir, qu'on prenne la question de la fatigue sur l'ensemble des causalités qui font qu'aujourd'hui on a des enfants qui sont peut-être effectivement plus fatigués qu'avant, mais ce n'est pas nécessairement lié au nombre de demi-journées qu'il y a dans la semaine. La ville de Villeurbanne va poursuivre sa concertation sur les rythmes scolaires au cours des prochains mois. Les modifications déjà retenues interviendront dès la rentrée 2019. 4 enfants livrés à eux-mêmes ont été découverts dans un logement insalubre ce week-end rue Clémenceau à Sainte-Foy-les-Lyons par la police, appelée par des voisins. Les enfants âgés de 1 à 11 ans étaient très sales et portaient des traces de coups. Le père âgé de 39 ans a été interpellé. Il sera poursuivi pour délaissement de mineurs. Les 4 enfants ont été placés à l'Institut départemental de la famille et de l'enfance à Bron. C'est donc une salle de commune, une salle polyvalente qui est assez grande pour accueillir 500, 600, 700 personnes. Je pense qu'on en aura plutôt 150, 200 dans ces eaux-là. On va organiser des chaises de façon concentrique, donc les uns et les autres pourront se voir, discuter, débattre ensemble. Saint-Germain-au-Mont-d'Or est une des premières communes à organiser le grand débat citoyen voulu par le président Macron. La première réunion aura lieu ce soir dans ce gymnase. Elle devrait durer 2 heures. Nous demanderons aux uns et aux autres, par un système, une méthodologie qu'on va employer, qui est à base de post-it, de définir un certain nombre de priorités sur lesquelles nous aurons travaillé pendant ces 2 heures, puisque j'ai des équipes qui vont synthétiser nos débats, qui vont les étayer, et puis ensuite chacun pourra se prononcer sur les priorités qu'il voit, et visuellement on verra très très vite quels sont les grands thèmes qui se dégagent. Ensuite, au-delà, évidemment, comme d'habitude dans les petits villages, on finit par un coup à boire. D'autres réunions auront lieu au cours des 2 mois à venir. Les habitants de la commune y sont plutôt favorables. Je pense que c'est important déjà d'en discuter avec les voisins, d'avoir l'avis de tout le monde, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, mais concrètement, on n'a jamais eu l'occasion de se mettre tous autour d'une table et d'en parler. Je pense que c'est indispensable. Avec les événements actuels, je pense que le débat, ça sera une bonne purge pour les désirs et les exigences de chacun. La fronde de Lyon 2, l'université refuse d'appliquer les hausses de droits d'inscription aux étudiants étrangers. Le gouvernement avait annoncé cette augmentation à l'automne, faisant passer l'inscription en licence de 170 à 2770 € pour les étrangers extracommunautaires. Mesure ni juste ni pertinente selon le conseil d'administration de Lyon 2. Un des principes qui nous fondent, c'est le libre et égal accès à l'enseignement supérieur. C'est une richesse pour l'université que d'avoir ces étudiants qui viennent d'ailleurs. Les voir devoir payer des sommes très très conséquentes, c'est le risque de les perdre et donc d'appauvrir nos campus. Lyon 2 compte 3500 étudiants internationaux concernés par cette réforme. Pour l'instant, il n'y a pas de texte législatif qui soit sorti pour cela et il nous manque un certain nombre d'informations. Quand bien même on souhaiterait mettre en place cette réforme-là, une prise de position qui se veut politique nécessite parfois effectivement de s'opposer. Une opposition partagée par de nombreux étudiants. Ça va être pour moi vraiment un frein et qui va beaucoup impacter négativement les étudiants étrangers parce que c'est vraiment une opportunité qui est quasiment unique au monde en fait, qui permet vraiment aux étrangers, notamment francophones, de pouvoir s'instruire à un coût qui est vraiment abordable. Pour des étudiants étrangers qui viennent faire des études en France, il y a déjà beaucoup de démarches, de frais de voyage, de frais de logement, des fois des complications au niveau des visas. Voilà, donc si en plus on rajoute un obstacle économique, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. L'université de Clermont-Ferrand annonce elle aussi qu'elle n'appliquera pas la réforme de tarifs. Je découvre il y a 1 mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Et samedi après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Grâce à Dieu, le film de François Ozon consacré à l'affaire Prénat entame une série d'avant-premières demain à Lille, puis au Comédia à Lyon le 11 février, avant une sortie dans les salles le 20. L'avocat du prêtre pédophile avait demandé que la sortie du film soit repoussée après le procès de son client, dont la date reste à fixer. Vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits.
Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. J'ai vu un énorme, mais vraiment énorme nuage de fumée noire sur le toit. Et puis des flammes à la base de ce nuage. Les images sont impressionnantes. Une épaisse fumée noire visible à plusieurs dizaines de mètres et surtout 3 explosions entendues. Un incendie s'est déclaré ce matin peu après 9 h sur le toit d'un bâtiment du campus de la Doua. Bilan, 3 blessés dont une personne légèrement intoxiquée. Actuellement le feu est éteint. Nous sommes en train de faire les vérifications et de procéder au dégarnissage et au refroidissement des éléments qui sont en toiture. 4 personnes travaillaient sur la toiture au moment des faits. On a eu une personne qui a été légèrement incommodée par les fumées qui a été transportée à l'hôpital, dont son état est non préoccupant. L'origine de cet incendie est très probablement accidentelle. Des travaux étaient en cours sur la toiture. L'hypothèse qui est complètement retenue, c'est celle d'un accident au cours des travaux. Donc un accident qui a causé un incendie. Les pompiers sont appelés, à ce moment-là, se déplacent et quasiment au moment de leur arrivée, une première explosion suivie de 2 autres explosions de bouteilles de gaz qui ont retenti et ont pu causer un petit mouvement d'angoisse et de panique. 700 à 800 personnes, étudiants et enseignants, ont été évacués du bâtiment Mendel et des bâtiments avoisinants. Une évacuation dans le calme, certains ayant même reçu des consignes directement sur leur téléphone. Il y a eu un bruit très sourd. Et donc on a été évacué par les enseignants. Il n'y a pas eu trop de panique et les consignes ont été plutôt claires. Mais au début, c'est vrai qu'on a un moment de flou, quoi. En fin de matinée, les étudiants ont pu réintégrer progressivement leur salle de cours. Seul le bâtiment Mendel reste fermé jusqu'à nouvel ordre. L'installation officielle ce matin du nouveau directeur départemental de la sécurité publique, Patrick Chaudet. Précédemment en poste à Rennes, le nouveau patron de la police du Rhône a détaillé ses priorités. Ce qui m'a sauté aux yeux, je dirais en arrivant, bien sûr, ce sont les manifestations d'ordre public et des Gilets jaunes tous les samedis, qui sont des manifestations nombreuses et qu'il faut encadrer de manière à éviter des débordements. Ensuite, il y a des problématiques de délinquance propres à toute grande ville, bien entendu. L'inspecteur général a également réagi sur la polémique qui enfle autour de l'utilisation des flashballs. Moi, je suis tout à fait favorable au maintien de cette arme, sous réserve bien sûr qu'elle soit utilisée de manière juste et efficace. L'inspection générale est systématiquement saisie lorsqu'il y a des utilisations et des blessés, pour déterminer si les conditions d'utilisation de cette arme ont été respectées. Si elles n'ont pas été respectées, bien sûr les auteurs seront déférés, présentés à la justice et seront condamnés. Patrick Chaudet succède ainsi à Lucien Pourailly, désormais à la retraite. Le motard lyonnais Julien Tonuti est dans un état stable et sérieux. Ce sont les dernières informations communiquées par son équipe. Le pilote que nous avions rencontré en octobre dernier, avant son départ pour son premier Dakar, a fait une lourde chute mercredi. Plongé dans un coma artificiel, il souffre d'un traumatisme cérébral et abdominal. Le Lyonnais était 60e avant le départ de cette avant-dernière étape du rallye. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre